Donc vous ne serez pas surpris, si je vais plus vous parler de climat que d'énergie, quoique les aspects énergétiques m'intéressent. Donc c'est vrai, moi-même, je suis depuis 44 ans au CEA, je dois être le plus ancien du CEA, je pense. Hein. Donc, le plus ancien, peut-être pas le plus vieux, mais ça fait 40, je suis rentré au CEA en 68. Donc, mais je n'y connais pas grand-chose en énergie, donc voilà, de façon très simple. Bon, non, j'ai toujours fait de la recherche plus sur les aspects, effectivement, climatiques. Et de façon assez intéressante, parce que des fois on me pose la question, c'est pourquoi le CEA s'intéresse au climat. Au départ, pas du tout parce qu'il y a un lien entre climat et énergie. Ça, c'était pas du tout la raison. En fait, la raison, c'était que en fait, les outils qu'on utilise disons dans le nucléaire en général, comme les spectraux de masse, peuvent s'avérer très utiles à regarder ce qui se passe autour de soi. Donc l'exemple pour nous, c'était effectivement quelqu'un qui s'appelait Étienne Roth, dont le travail dans les années 50 était de mesurer, parce que c'était l'époque où il y avait de l'eau lourde, qui servait comme modérateur. Donc il fallait bien sûr enrichir, faire de l'eau lourde, et pour faire de l'eau lourde, il fallait suivre enfin ça dépend, il y a différentes méthodes, mais de toute façon il fallait suivre la méthode d'enrichissement, donc mesurer le rapport deutérium sur l'hydrogène. Et Roth a été un de ceux, avec d'autres, qui s'est rendu compte que mesurer finalement le rapport deutérium sur l'hydrogène dans ce qui nous entoure, dans les pluies et tout ça, avait un énorme intérêt, et il a créé un labo, donc effectivement, dont tout ce dont je vous ai parlé est issu. Hein. Donc c'est assez intéressant. Après, c'est vraiment 20 ans après, à partir du moment en fait on a découvert dans les glaces la relation entre effet de serre et climat, qu'il y a eu ce lien, enfin disons que ce lien entre énergie, climat et nos recherches est devenu plus clair. Mais ça n'a pas changé, c'est avant tout de la recherche fondamentale ce qu'on fait. Mais je ne vous parlerai pas tellement de ce que je fais, mais plus on en est, parce que c'est vrai que c'est bien de... Enfin, j'ai bien écouté Alain ce que vous avez fait, vous avez quand même fait plus l'aspect énergétique. Je pense que vous l'avez fait avec une certaine conviction qu'il fallait aller vers une société sobre en carbone. Alors je vais essayer de vous dire pourquoi, de vous redire pourquoi, c'est quand même bien ça. Donc pourquoi? C'est parce que bien, si on continue à émettre du gaz carbonique, et enfin bon, quand on parle d'énergie, c'est quand même le gaz carbonique, mais il faut rappeler quand même qu'actuellement l'augmentation de l'effet de serre, c'est entre 80 et 90% lié aux émissions de gaz carbonique. Pas du tout que les autres ne soient pas importants, méthane, oxyde d'azote, mais voilà. Alors sur ce problème climatique, je vais être assez quand même rapide, parce que j'imagine que ce sont des choses dont on vous a parlé, que vous connaissez. Vous dire où on en est. Alors d'abord, des fois, c'est pas de la provocation, mais c'est vrai qu'on a quand même des certitudes. Donc la première, alors là j'en donne 3, ce sont que nos activités modifient la composition de l'atmosphère. Donc vous voyez bien pour le gaz carbonique qui a augmenté maintenant pratiquement de 40%, méthane plus que doublé, oxyde d'azote de 20%. Vous voyez, ça a augmenté, je ne sais pas si je sais faire avec je ne suis pas très bon là-dessus, mais c'est pas grave. Ça a augmenté depuis, sur les 200 dernières années, de façon rapide et importante. Ça, c'est très bien documenté. On sait à quoi c'est dû. Si on parle de gaz carbonique, actuellement, eh bien, disons, il y a comme je reviendrai peut-être après, mais bon, c'est actuellement 10 milliards de tonnes, c'est fin en 2010, 10 milliards de tonnes de carbone, enfin nous on parle toujours en milliards de tonnes de carbone, donc évidemment, il faut multiplier par 11 tiers pour arriver à 1 milliard de tonnes de gaz carbonique, mais disons 10 milliards de tonnes de carbone, 9 milliards liés aux combustibles fossiles, enfin bon, un peu moins, 2 ou 3% au ciment, et le reste à la déforestation. 1 milliard de tonnes actuellement, à peu près en 2010. Donc ce sont les chiffres les plus récents. J'y reviendrai. Donc on sait très bien vous dire, disons, quand on met ces courbes donc, de modification de la composition de l'atmosphère, on sait très bien remonter aux causes, et bon, là il n'y a pas photo, ce sont vraiment les activités humaines. Après on peut parler du méthane, de tout, mais là je me limiterai, ce sont vraiment les activités humaines qui modifient la composition de l'atmosphère, qui la modifient de façon rapide et importante. Ça, il faut bien avoir ça en tête. Quand on parle rapide, quand on parle évidemment à une échelle de temps, même pas géologique, disons un petit peu de recul.
Et avec une conséquence que tout le monde accepte, c'est que ces composés sont des gaz à effet de serre. Donc le premier, c'est la vapeur d'eau. Mais en fait, on ne modifie pas directement par nos activités la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Elle est modifiée de façon indirecte à travers le changement climatique. Donc, ces gaz à effet de serre ont simplement la propriété que, disons, une fois le rayonnement solaire réfléchi à la surface de la planète, il passe sans trop de problèmes par temps clair, mais au retour, il y a une partie de piégé qui se transforme en chaleur. Donc, en gros, cette augmentation des gaz à effet de serre se traduit par une accumulation de chaleur dans les basses couches de l'atmosphère, qu'on sait tout à fait quantifier. Donc, disons, il y avait 240 watts par mètre carré il y a 200 ans à peu près, en moyenne, disons, planétaire et en moyenne annuelle, pour chauffer les basses couches de l'atmosphère. Il y en a 1% de plus. Alors évidemment, quand on est de mauvaise foi, on dit 1% de plus, c'est pas un problème. C'est justement là le problème. Et que c'est 1%, 2%, 3%, et ça peut devenir 3 ou 4%. Mais c'est justement là le problème. Ce qu'on est en train de faire, on augmente le chauffage à peu près de 1% en moyenne globale. Et quand vous augmentez le chauffage, eh bien la réaction naturelle d'un milieu, c'est que sa température augmente. Alors, pour que ce ne soit pas le cas, c'est tout à fait envisageable, il faudrait qu'il y ait des mécanismes de compensation, ce qui est tout à fait envisageable, mais ce qu'on observe actuellement, c'est que tous les mécanismes de compensation, il y en a eu qui ont été proposés, de nombreux qui ont été proposés, mais il se fait qu'aucun mécanisme de compensation proposé, par modification des nuages et tout ça, réellement ne trouve d'argument très clair dans les observations. À l'inverse, on a deux mécanismes d'amplification qui, eux, sont très, très faciles à comprendre, je pense, et très bien documentés, et qui se passent sous nos yeux. Alors le premier, c'est que, bon, quand je vous dis que la vapeur d'eau, le premier composé à effet de serre, je vous dis aussi qu'on ne modifie pas par notre activité propre directe, par exemple l'irrigation, ou je ne sais pas, toutes ces activités, on ne modifie pas la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, tout simplement parce que sa durée de vie dans l'atmosphère est très courte. Par contre, le changement climatique, eh bien évidemment, quand le changement climatique se met en marche, eh bien de façon simple, c'est d'abord dans l'atmosphère, le réchauffement se met en marche, il se transmet à l'océan, il y a donc plus d'évaporation, donc ça c'est normal, et donc plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et ça, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Il y a à peu près, il y a quelques pourcents de vapeur d'eau dans l'atmosphère en plus qu'il y a 20 ans. Donc ça se passe sous nos yeux, ça amplifie le réchauffement climatique. C'est très clair, et c'est pas du tout c'est pas des supputations, ce ne sont pas des hypothèses, ce sont des observations également, qui collent tout à fait avec ce qu'on attend du réchauffement climatique. Il y a un deuxième phénomène aussi dont on parle pas mal, c'est que bien quand le réchauffement se met en marche, en gros, les surfaces enneigées, englacées, ont tendance à diminuer de superficie. Donc, par exemple, c'est pratiquement dans un mois que les surfaces enneigées seront maximales, en pratique sur l'hémisphère nord, parce qu'elles ne bougent pas beaucoup sur l'hémisphère sud. Donc sur l'hémisphère nord, donc le maximal à la fin de l'hiver, c'était de l'ordre de 39 millions de kilomètres carrés il y a 40 ans. C'est plutôt 36 maintenant. Il y a entre 2 et 3 millions de kilomètres carrés en moins d'enneigé à la fin de l'hiver qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est 4 ou 5 fois la superficie de la France métropolitaine. Et ça, ce sont des surfaces réfléchissantes qu'on remplace par des surfaces absorbantes. Donc on voit bien là aussi mécanisme d'amplification. Et puis c'est pareil pour la glace de mer, mais là la glace de mer elle est minimale plutôt en septembre, à la fin de l'été. Eh bien la superficie minimale de glace de mer en Arctique est plutôt passée de 7 millions de kilomètres carrés à quelque chose comme 4 au cours des 30-40 dernières années. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quand même donc voilà, le phénomène auquel on fait face, c'est que indubitablement il y a une accumulation de chaleur. Il y a des mécanismes d'amplification bien identifiés. Il n'y a pas de mécanisme d'identification, de compensation d'identifié, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, c'est pas ce que je dis. Pour le moment, il n'y en a pas d'identifié qui marche.
Mais enfin, et le fait est que les choses se passent sous nos yeux comme si effectivement il n'y en avait plutôt pas, c'est-à-dire que le réchauffement climatique se met en marche. Voilà, ça c'est le premier point. Donc la seconde certitude, j'aime bien la phrase du 4e rapport du GIEC, c'est que le réchauffement est sans équivoque. Hein, donc vous voyez à droite là, donc les températures jusqu'à 2010, vous voyez, 2010 a été l'année la plus chaude qu'on ait connue dans ces... Bon. Mais alors c'est vrai qu'il y a un débat, si vous regardez entre 2003 et 2010, il n'y a pas eu un réchauffement très net, hein, si vous regardez le détail. Mais ce n'est pas ça qui compte. Quand on regarde le réchauffement, il faut le regarder à l'échelle plutôt décennale qu'à l'échelle année après année. On ne s'attend pas que chaque année soit plus chaude que la précédente. Hein. Ce n'est pas ça du tout le réchauffement climatique. Et puis aussi le regarder à une échelle globale, ce qu'on fait là. Bon, c'est vrai que par exemple 2011 a été l'année la plus chaude en France depuis toujours. Hein. Donc voilà, mais c'est pas vrai pour le monde. Mais donc il y a un réchauffement qui est avéré quand on le regarde à l'échelle décennale, c'est très clair. Sur les continents, il est près de 1 degré au cours des 50 dernières années. Hein. Plutôt 6 à 7 dixièmes de degré au niveau mondial. Quand les océans se réchauffent moins rapidement. Ce qui est logique, il y a 10 ans, ça met plus de temps. Alors quand on parle, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que lorsque effectivement, disons le diagnostic du GIEC, le réchauffement est sans équivoque, ne se base pas du tout, ne se base pas seulement sur les relevés de température. Hein, il y a beaucoup d'autres, justement ça se base sur d'autres, disons, d'autres éléments qui attestent d'un réchauffement climatique. Alors bon, je vous ai cité les surfaces dans des géants glacés qui diminuent, hein, en dehors du fait que ça amplifie, c'est aussi un signal, disons, une certaine signature du changement climatique. Il faut bien voir que les glaciers, le volume des glaciers diminue. Hein. Vous voyez, ce matin, il y a eu, hier dans Nature, il y a eu un article qui montre que quand on cumule à la fois glacier alpin, enfin disons glacier tempéré et glacier Groenland et Antarctique, ça équivaut à la moitié de l'élévation du niveau de la mer. Et puis, effectivement, pour moi, un des signaux les plus forts du réchauffement climatique, car il l'intègre, hein, bon, il y en a d'autres, hein, parce qu'il intègre deux phénomènes qui eux-mêmes sont un témoignage du réchauffement, eh bien c'est l'élévation du niveau de la mer. Dans l'élévation du niveau de la mer, il y a une contribution qui est liée disons, aux glaciers, alors qu'ils soient des glaciers tempérés ou plus récemment, parce qu'ils étaient à l'équilibre jusqu'à une dizaine d'années, Groenland, Antarctique, mais c'est plus le cas. Et aussi le fait que quand la chaleur se transmet de l'atmosphère à l'océan, eh bien, ça crée un réchauffement de l'océan qui se traduit par une légère dilatation. Donc actuellement, on a une élévation du niveau de la mer qui est de l'ordre de 3 mm par an en moyenne. On est sur une trajectoire de 30 cm par siècle. Et voilà, ce sont les derniers chiffres cette semaine. 1,5 mm par an, donc la moitié, 50% serait dû au glacier à peu près. Voilà. Ce que je veux dire, c'est quand on parle de le réchauffement est sans équivoque, c'est clair que cette élévation du niveau de la mer, qui là aussi se passe, bon, vous me direz 3 mm par an, c'est pas grand-chose quand on regarde sur une année, mais ce sont des choses très, très, très tangibles et qui témoignent du réchauffement climatique. Donc voilà, donc c'est tout un ensemble d'éléments qui nous fait dire que le réchauffement est sans équivoque. Alors la troisième certitude, j'y reviendrai donc après, c'est que le réchauffement va se poursuivre. Ça va être la suite de l'exposé. Regardez, on peut pas, le réchauffement est inéluctable. Il faut bien se dire ça. Donc, alors, bien sûr, donc on a des certitudes. Alors, on se pose aussi beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on se pose des questions de façon très légitime. Et puis, il y a aussi de nombreuses incertitudes. Ça, c'est très clair. J'y reviendrai après. Donc, le fait d'avoir des certitudes ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Ça dépend de la question qui est posée et du phénomène qui est regardé, bien sûr. Alors, une des questions légitimes et qui fait couler beaucoup d'encre, et qui est très légitime scientifiquement, c'est effectivement, vous nous dites que disons, le chauffage augmente et que, disons, le chauffage augmente et que la température augmente, mais ça ne veut pas dire qu'il y a relation de cause à effet. Et c'est tout à fait exact. Pourquoi? Bien simplement parce que eh bien, si on regarde les climats passés,
on sait qu'un changement climatique de l'ordre du degré, eh bien ça a pu survenir de façon tout à fait naturelle. Donc il est tout à fait légitime de se poser la question, est-ce que le réchauffement que vous, disons, observez depuis en particulier une cinquantaine d'années, est-ce qu'il est déjà dû aux activités humaines ou est-ce qu'il est d'origine naturelle? Donc ça, c'est une question vraiment tout à fait légitime. Alors, on y a répondu, même si ça reste un des chevaux de bataille les plus clairs des climato-sceptiques, on y répond de façon assez claire. Donc si on veut répondre à cette question, qu'est-ce qui est d'origine humaine, qu'est-ce qui est éventuellement lié aux variations naturelles, évidemment, il se posait les questions au niveau naturel, si on regarde, vous voyez là plutôt le dernier siècle, eh bien, ce qui est susceptible de modifier le climat, c'est avant tout l'activité solaire. L'activité du soleil se modifie avec un cycle de 11 ans. Et puis, bon, les volcans aussi, à chaque fois qu'il y a un grand volcan, il y a disons, des refroidissements. Il peut y avoir aussi une variabilité interne. Mais ce qu'on observe, donc c'est en bas, c'est que si on tient compte de ce qu'on connaît des causes naturelles de modification du climat, eh bien, la courbe bleue, on n'arrive pas du tout à expliquer le réchauffement des 50 dernières années. À l'inverse, si on tient compte à la fois de ces causes naturelles, hein, et puis de celles liées aux activités humaines, alors dans les activités humaines, il n'y a pas que les gaz à effet de serre, il y a aussi la pollution. Disons la pollution, qu'elle soit d'origine industrielle, urbaine, ou, eh bien, elle produit par exemple des sulfates ou des composés sulfatés qui, disons, au bout de chaîne, produisent des aérosols qui interviennent, qui jouent un rôle comme noyau de condensation. Et d'abord, il y a une absorption directe. On voit bien qu'une atmosphère plus polluée, eh bien, disons que la lumière du soleil nous arrive un peu moins facilement. Il suffit d'aller dans une grande ville l'été. Et puis, il y a aussi des phénomènes secondaires qui font que eh bien, ces noyaux de condensation interviennent sur la vie des nuages, donc sur la taille des gouttelettes qui elle-même, disons, joue sur les propriétés optiques des nuages et donc finalement sur la capacité à absorber ou renvoyer une partie de l'énergie solaire. Donc, en fait, globalement, on pense que, disons, la pollution au sens large, tel qu'on la connaît, eh bien, contrecarre une partie du réchauffement climatique. C'est plutôt un signe, ça va plutôt dans le sens d'un refroidissement. Et bon, c'est quand même là où on a pas mal d'incertitudes, mais c'est plutôt un refroidissement. Disons que, en gros, ça peut contrecarrer à peu près 20% du réchauffement lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc vous voyez, quand on tient compte de cela, effectivement, enfin, en tout cas, on explique de façon relativement satisfaisante, disons, l'augmentation des températures des 50 dernières années. Donc voilà, donc la conclusion du 4e rapport du GIEC, c'est vraiment que l'essentiel du réchauffement des 50 dernières années, à plus de 9 chances sur 10, est déjà lié aux activités humaines. Maintenant, si on regarde vers le futur, évidemment, donc on va aussi travailler avec des modèles climatiques. Pardon, on comprend bien que le réchauffement sera d'autant plus important que, disons, les modèles renforcent notre intuition, c'est que plus on émet des gaz à effet de serre, plus le réchauffement risque d'être important. Alors, le plus qu'on émet des gaz à effet de serre, ce n'est pas les climatologues qui en décident. Disons qu'on se tourne vers plus vers des scénarios, enfin, des économistes qui nous produisent des scénarios, évidemment des scénarios d'émissions des différents gaz à effet de serre qui dépendent de la démographie, du type de développement, du type de la façon dont on produit, on utilise l'énergie. Donc, pour faire simple, là, le GIEC a surtout travaillé sur 3 scénarios. Donc, il vous suffit de retenir que de haut en bas, de B1 à A2, ce sont des scénarios de plus en plus émetteurs. Les chiffres qui sont en dessous des scénarios, c'est en fait la quantité cumulée d'équivalent de gaz carbonique, on tient compte des autres gaz à effet de serre, émis au cours du XXIe siècle dans ces scénarios. D'accord ? Donc vous voyez, en gros, dans le scénario A2, on émet 2 fois plus de gaz à effet de serre que dans le scénario B1, et le scénario A1B est un scénario intermédiaire. Donc ça. Bon, alors la première chose, c'est que si on regarde le climat dans la prochaine décennie,
Alors il y a déjà un réchauffement qui est quand même relativement notable. Bon, ça reflète à peu près la tendance sur laquelle on est, hein, parce que ça c'est par rapport à, c'est quand même par rapport au, disons aux dernières années du XXe siècle. Hein. On est sur une trajectoire actuellement de l'ordre de 0,2 degrés par décennie, peut-être un peu moins. C'est ce qu'on observe, avec un réchauffement beaucoup plus marqué sur les continents de l'hémisphère nord. Là aussi, pas de surprise. C'est ce qu'on observe déjà dans les données. Beaucoup moins rapide au niveau océanique. Alors, ce qui est remarquable, c'est que si vous regardez ces trois planisphères de gauche, bien, elles sont pratiquement identiques. En gros, le réchauffement des prochaines années, enfin de la prochaine décennie, alors je ne dis pas du tout qu'on le connaît parfaitement, mais il est dans les tuyaux. Je veux dire simplement que, en gros, eh bien, il dépend largement des gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère et qui n'ont pas encore joué tout leur rôle climatique. Ça, c'est une façon un peu simpliste de dire les choses, mais c'est le problème de l'inertie qui fait que, eh bien, qu'on émette peu ou beaucoup de gaz carbonique au cours de cette décennie aura peu d'influence sur le climat de la prochaine. Alors que c'est tout l'inverse pour la fin du siècle. Et c'est bien ça le problème, et c'est bien pour ça que c'est pour nous très important que le message des climatologues est qu'il faut agir tout de suite. Parce que si on veut, donc là, si on regarde maintenant le climat à la fin du siècle, eh bien, là, vous voyez que d'abord, on rentre dans un autre monde, hein, avec des réchauffements très importants. Même le scénario moyen, 3 degrés à la fin du siècle, c'est quand même... je donne toujours cette image que 3 degrés, c'est la moitié d'un changement entre une période glaciaire, la dernière période glaciaire il y a 20 000 ans, et le climat de notre période récente, eh bien, c'était disons, il y a eu à peu près 5 à 6 degrés en moyenne globale. Donc on a en un siècle la moitié d'un changement climatique majeur qui, lui, a mis des milliers d'années à se produire naturellement. Et je redis aussi souvent qu'on ne parle plus de génération future. Hein, donc ça, c'est fini. Hein. Ne parlez plus de génération future, ce sont celles qui sont dans nos cours d'école. Hein. Donc il faut bien comprendre ça. Hein. Donc il faut bien avoir ça en tête. Donc quand on parle de la deuxième partie du XXIe siècle, c'est plus ça. Donc voilà, donc le réchauffement est évidemment là beaucoup plus important si on émet, en gros en moyenne, hein, vous voyez, si vous émettez 2 fois plus, quand vous regardez en moyenne, vous chauffez en moyenne 2 fois plus. Hein. Donc effectivement, la quantité cumulée d'émissions est la variable, la déterminante dans le réchauffement moyen. Hein, c'est ce qui compte, c'est pas tellement la façon, si on les émet en 2040 ou en 2050, c'est vraiment la quantité cumulée si on regarde à 2100 en premier lieu. Donc ça, on voit très bien cela. Alors ensuite, j'y reviendrai, mais on a aussi là, et disons, c'est aussi une des façons de donner une idée de la certitude. Si vous regardez toujours le scénario moyen, 2,8 degrés, eh bien en fait, disons là, vous avez une moyenne d'une quinzaine de modèles. Hein, c'était le 4e rapport du GIEC, et on va vers le 5e rapport du GIEC là maintenant. Mais vous voyez, vous donnez à 17 modèles ou 15 modèles, c'est pas grave, le même scénario d'émissions de gaz à effet de serre. Hein, vous lui demandez la réponse, et la réponse, elle va de moins de 2 degrés à plus de 4. Hein. Donc vous voyez, il y a des incertitudes. On ne dit surtout pas, il y a au moins un facteur 2 dans l'ampleur du réchauffement climatique, même une fois le scénario connu. Il faut bien avoir ça en tête, et il y en a encore plus, ça c'est en moyenne globale, et il y en a encore plus lorsqu'on passe à des échelles régionales. Donc voilà, donc... alors, oui, c'est vrai que j'aime bien continuer sur les incertitudes. Alors, les incertitudes, bien sûr, l'importance des émissions, ça on pourra en rediscuter. Là, c'est bien sûr le comportement, en particulier, justement, quand on parle de transition énergétique, c'est au cœur du problème, l'importance des émissions. Mais il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi tout le méthane, l'oxyde d'azote, l'ampleur du réchauffement, j'en ai déjà parlé. Les caractéristiques régionales, alors là c'est extrêmement, c'est encore moins précis, c'est très très dur. Hein. On peut regarder des grandes régions, on regarde des grands phénomènes, mais c'est sûr que la demande du politique, c'est plutôt dans son précaré quel temps il fera dans 50 ans, et c'est plus difficile d'avoir dès qu'on passe, bon,
température moyenne, oui, ça augmentera, mais dès qu'on passe aux précipitations ou à d'autres caractéristiques, c'est plus difficile. Le rôle des nuages et des aérosols, beaucoup d'incertitudes sont liées à la difficulté qu'ont les modèles à, disons, appréhender correctement l'évolution des nuages dans un monde plus chaud. C'est pas simple. Donc voilà, mais enfin ça s'améliore, en particulier grâce aux données satellitaires. Donc il y a beaucoup d'incertitudes aussi sur l'élévation du niveau de la mer. J'y reviendrai, c'est en particulier l'évolution des grandes calottes glaciaires reste extrêmement difficile à cerner. Le Groenland, l'Antarctique, comment ça va évoluer. Il y a tous les problèmes de surprise climatique, on pourra y revenir. Mais comme je parlais un peu de... Voilà, donc surtout gardez bien en tête qu'on a bien cette idée qu'il y a des incertitudes. Hein. D'avoir des incertitudes n'empêche pas d'avoir des certitudes. Hein. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc chaque fois, c'est bien les deux qu'il faut mettre. Et évidemment, ce qui est probablement plus important pour la vie de tous les jours, c'est qu'il y a quand même des conséquences très importantes. Donc il y aura plus de vagues de chaleur. Par exemple, il y a eu un rapport sur les événements extrêmes qui est sorti toujours par le GIEC, disons l'an dernier, en fin d'année dernière. Eh bien, bon, en gros, les chiffres qu'on donne dans ce rapport, c'est que des vagues de chaleur, eh bien leur fréquence, hein, une vague de chaleur équivalente, eh bien, sera 10 fois plus importante, risque d'être 10 fois plus importante. Ça dépend évidemment des scénarios sur lesquels on était, mais enfin, ce facteur 10, c'est un peu mythique. Hein. 10 fois plus de vagues de chaleur, enfin, de leur fréquence. Hein, si on la définit de la même façon, par exemple, je ne sais pas, 5 jours à Toulouse de suite où il fait plus de 35 degrés, hein, vous allez obtenir 3 vagues de chaleur par an. Ou une vague de chaleur comme ça tous les 2 ans. Tous les 2 ans, maintenant, je sais pas, j'ai pas le chiffre exact, c'est pas le problème, mais vous définissez la même vague de chaleur à Toulouse, eh bien, elle arrivera 5 fois par an. Voilà, plus de vagues de chaleur. Plus de régions affectées par la sécheresse, ça j'y reviens par la suite. Aussi plus de régions affectées par des inondations dans d'autres régions. Par exemple, le fait d'avoir, là aussi, une des caractéristiques, c'est on risque, et ça on observe déjà, des précipitations qui risquent d'être plus intenses, c'est-à-dire la même quantité d'eau qui tombe en moins de temps. Et ça, on comprend tout de suite disons, il suffit d'aller du côté de... du côté disons, de la Méditerranée. Comment les crues vers à l'est, comment ça s'appelle? Attends. La région, hein? Non, la région. Bon, Cévennes, voilà. Je suis endormi. Hein, vers les Cévennes. Il suffit d'aller sur les crues rapides du Cévennes. Il risque, même dans un style de climat en moyenne et plus sec dans ces régions-là, il y aura toujours ces événements de précipitations intenses. Voilà, alors ça dépend où vous êtes. Hein. Si vous êtes dans d'autres régions, les questions que vous posez, c'est pas ça. Si vous êtes, je sais pas, même en Martinique, en Guadeloupe, si on veut rester un peu français, eh bien, les questions que vous posez, c'est sur les grands cyclones. Les réponses sont pas simples, hein, mais il y a vraiment des risques qu'on comprend bien d'ailleurs. Disons que, en fait, les cyclones, il n'y aura probablement pas plus de cyclones, mais que les cyclones les plus intenses deviennent plus intenses, hein, simplement parce qu'il y a plus d'énergie de stocker dans l'atmosphère. Bon, l'élévation du niveau de la mer, j'y reviens après. Et puis aussi, il y a aussi des problèmes très importants sur les écosystèmes, sur la santé, sur l'océan. L'acidification de l'océan est quelque chose qui est très important et dont on ne mesure pas bien, en fait. On ne sait pas bien, mais clairement, ça n'aide pas les récifs coralliens, hein, qui ont la double peine, c'est-à-dire qu'un récif corallien, si on lui change sa température d'eau de surface de 1 degré, bon, faut qu'il s'adapte et il n'est pas habitué à ça. Hein, donc, et puis si en plus on lui rend l'eau un petit peu plus acide, ça dissout simplement un peu plus le calcaire. Donc on comprend bien que disons, l'acidification de l'océan, il ne faut pas non plus toujours faire de catastrophisme, mais là aussi ça se passe sous nos yeux, hein, de façon très très claire. Hein, le CO2 il rentre dans l'océan. Hein, là c'est un problème CO2, c'est un problème largement énergie. Hein, le CO2 rentre dans l'océan. Et ça acidifie très légèrement les eaux et ça a des conséquences. Voilà. Donc il y a beaucoup de conséquences. Voilà, donc quelques mots sur le niveau de la mer. Voilà, ça c'est les chiffres du 4e rapport du GIEC, de 20 à 60 cm, mais il risque d'être... donc je le redis, hein, c'est-à-dire on est donc à la fin du siècle. Alors il y a quand même pas mal d'incertitudes, c'est bien un point sur lequel il y a incertitude, c'est ça. Il faut bien se rendre compte, c'est l'élévation du niveau de la mer. Et ces incertitudes risquent de ne pas se réduire dans le 5e rapport du GIEC, tout simplement parce que, en gros, l'élévation du niveau de la mer, la partie dilatation,
vont être assez bien maîtrisées. Mais la partie, par exemple, comportement du Groenland, en fait, on voit l'écoulement des grands glaciers qui amènent la glace depuis le centre du Groenland vers l'Atlantique Nord a été multiplié par 2 depuis une vingtaine d'années, et ça, disons, ça ajoute à l'élévation, ça amène plus d'icebergs finalement dans les fjords et finalement dans la mer, et ça a probablement joué, ça risque d'amplifier l'élévation du niveau de la mer. Par exemple, dans le plan d'adaptation au chauffement climatique, dans lequel je me suis pas mal investi en France, on s'est dit que, disons, en tout cas, on n'excluait pas, je ne savais pas dire que ça, j'espère que ça passait, une élévation du niveau de la mer de 1 mètre à la fin du siècle. Donc, en tout cas, il faut réfléchir. Et c'est quand même, il faut bien imaginer que c'est énorme. Donc, c'est pas du tout. Donc là, alors c'est énorme, pas forcément pour nous. En premier lieu, vous le savez bien, les gros points rouges, ce sont les régions où il y a des régions côtières où il y a beaucoup de monde et qui sont très sensibles à une élévation du niveau de la mer de quelques dizaines de centimètres. Plus les points sont gros, plus il y a de monde dans des régions susceptibles d'être affectées par en fait des élévations du niveau de la mer de, par exemple, 40 cm d'élévation du niveau de la mer. On dit que c'est en gros 200 millions d'habitants qui doivent déménager de l'endroit où ils vivent, surtout dans ces régions-là. Alors vous connaissez le Bangladesh, bien sûr, on devient aussi assez familier avec tout ce qui touche l'Asie du Sud-Est, enfin Birmanie, Thaïlande, Vietnam, mais c'est vrai aussi pour la Chine. La Chine est très sensible, disons, près de Shanghai, il y a pas mal de régions qui sont quand même assez basses, où il y a aussi beaucoup de monde. Voilà, donc ça c'est... Alors il y a des incertitudes, le problème du niveau de la mer, c'est qu'il y a des incertitudes déjà quand on se place à la fin du siècle, mais il y a aussi là une certitude qui est pour moi le vrai problème, un des vrais problèmes, enfin, surtout du point de vue éthique, du réchauffement climatique, c'est qu'on est aussi certain que ce réchauffement climatique, cette élévation du niveau de la mer, même si on réussissait à stabiliser le réchauffement, elle se poursuivra. Elle se poursuivra à la fois pour la fonte des glaciers et pour la partie dilatation. Même si on a stabilisé, il y a une telle inertie que si vous prenez, je dirais, les 30 ou 40, si vous prenez 40 cm ou 30 cm qui a la dilatation au cours du XXIe siècle, eh bien, même si vous avez stabilisé, pratiquement, vous prendrez 30 cm chaque siècle. Et de même, il y a un risque que disons, la fonte des calottes se poursuive. On donne toujours l'exemple, alors, ça a pris du temps, mais au dernier maximum glaciaire, il y a 120 000 ans, c'est vrai que j'ai toujours, enfin mon propre domaine de recherche, ce sont plus les glaces polaires, et enfin tout ce que nous apprend sur le fonctionnement du système climatique. Mais c'est vrai que quand on regarde, ça donne un peu froid dans l'eau, quand on regarde le climat d'il y a 125 000 ans, donc là on avait probablement qu'en température moyenne globale, c'était 2 degrés autour, peut-être 3, en moyenne globale plus chaud qu'actuellement. Alors pour des raisons, pas du tout liées au gaz carbonique, mais pour des raisons d'orbite terrestre un peu différentes, eh bien, le niveau de la mer était alors, au moins de 4 mètres, peut-être de 6 mètres plus élevé qu'actuellement. Donc ça pose des questions, c'est-à-dire que alors ça a pris du temps. Quand on parle alors, parce que je reviens toujours, donc on a partagé le prix Nobel avec Al Gore, peut-être que certains d'entre vous ont vu le film d'Al Gore. Un des reproches qu'on peut faire au film d'Al Gore, c'est de parler de ces élévations du niveau de la mer. C'est pas le reproche qu'on peut faire quand il parle d'élévation du niveau de la mer de 6 mètres. Il montre une carte. C'est pas impossible. Ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est pas possible pour le siècle suivant. C'est peut-être dans 500 à 1000 ans. C'est plutôt dans la deuxième partie du millénaire. C'est bien ça qu'il faut voir. Mais ça pose quand même des vrais problèmes. Je veux dire par là que c'est des choses qu'on n'arrêtera pas. Donc, ce qui manquait dans le film d'Al Gore, c'est plus justement cette échelle de temps. Quand on parle d'élévation du niveau de la mer de quelques mètres, c'est vraiment plutôt dans la deuxième partie du millénaire. Mais ça pose la question, parce que là, c'est quand même des choses... même 500 ans, si vous voulez, quand on se place simplement à l'échelle de temps du développement de nos civilisations, nos villes côtières, ce sont tellement de richesses qui disparaîtraient que ça mérite... voilà. Oui. Un petit peu la France, vous voyez, ça c'est les anciennes cartes, mais le reste, on a publié là, les nouveaux scénarios, on a présenté la semaine dernière, il y a une quinzaine de jours, les nouveaux scénarios pour la France. Mais vous voyez, c'est quand même, dans le scénario le plus émetteur, on arrive à des réchauffements de 4-5 degrés l'été, c'est quand même des choses très très importantes. Il faut bien voir, ceux qui se rappellent l'été 2003, ça deviendra la norme à partir de 2050 si on fait comme ça. Alors vous voyez aussi l'intérêt d'émettre moins. En gros, le réchauffement est quand même beaucoup moins élevé si vous êtes sur un scénario B2 que sur un scénario A2.
Alors des conséquences, je vais aller assez rapidement parce que ce sont des choses dont j'imagine les ressources en eau évidemment. Donc parce que, mais je dois le dire après, oui, il y a ces problèmes un des problèmes les plus importants, aussi importants à l'échelle française probablement, c'est que quand on regarde, alors je dois avoir une carte après où je ne l'ai pas mise, mais c'est pas grave, donc sur la sécheresse, il y a vraiment des zones, en particulier pour ce qui nous intéresse, le pourtour méditerranéen, où on voit quand même moins de précipitations. Et donc, comme ce sont des zones où l'évaporation va augmenter, c'est vrai que les ressources en eau seront mises à mal dans certaines régions. Et là, on pense plutôt à la partie sud de la France. Vous voyez, les grandes sécheresses qu'on a connues, ou ou bien, vous voyez ce que ça donne, des coûts annuels, des risques naturels, gonflement des argiles. On n'est pas bien prêt alors qu'on sait que ce risque est là. Des sécheresses prolongées, là aussi, ça cause des dégâts énormes. La biodiversité, très affectée. Donc déjà, elle est affectée par beaucoup d'autres choses. C'est probablement pas le changement climatique qui est le premier, qui est vraiment qui est au cœur de la perte de biodiversité, mais elle accélère visiblement la perte de biodiversité, tout simplement parce que, disons, garder la biodiversité, c'est une question d'adaptation. C'est très difficile de s'adapter à un environnement qui bouge de façon importante. Donc on pense à une perte supplémentaire de biodiversité qui pourrait, 20, 30, 40, 50%. Voilà, donc les vagues de chaleur, la qualité de l'air. Donc il y a ce problème de qualité de l'air quand vous êtes en tout cas dans les mégapoles. C'est moins vrai pour Paris probablement, qui est pas. Mais bon, si vous allez à Pékin ou dans beaucoup de grandes mégapoles, l'été, si les températures augmentent, disons, quand il y a très peu de convection, ces problèmes de qualité de l'air deviennent de vrais problèmes de santé. Et c'est lié quand même, disons, en tout cas, là aussi, le réchauffement climatique les exacerbe. Sur l'agriculture. Alors sur l'agriculture, si on regarde une échelle globale, c'est tout à fait vrai que dans un premier temps, il y a des risques, il y a des régions qui viennent, disons, moins productives, mais d'autres qui s'ouvrent aussi on peut penser à la Sibérie ou à d'autres régions. Donc on peut aussi, bien sûr, oui, vous allez perdre un peu de productivité dans certaines régions, vous allez en gagner dans d'autres, ce qui est vrai. On lit, mais tout ça, on sait quand même, il y a beaucoup d'imprécisions, que jusqu'à 2 degrés, il pourrait y avoir en tout cas compensation entre les pertes de productivité dans certaines régions et les gains dans d'autres. Mais il semble que si le réchauffement est important, il y a des pertes aussi bien dans la région tropicale que dans les régions de moyenne latitude. Mais ça, c'est... j'attends le 5e rapport du GIEC pour voir d'autres, parce que, mais enfin, voilà, c'est pas... on voit bien, par exemple, si vous êtes vigneron en France, il est temps de commencer à se poser des questions. C'est clair que un changement de température de 1 degré, que les dates des vendanges se soient avancées de 3 semaines en moyenne depuis 50 ans, c'est pas grave pour la qualité du vin, mais à un moment ça peut commencer à le devenir. On arrive à une limite où un réchauffement d'1 ou 2 degrés supplémentaires amène les vignerons à se poser des questions. Ils s'en posent déjà d'ailleurs, je ne dis pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Voilà, donc fort impact sur la viticulture. La forêt, là aussi il y a des compensations possibles, mais plus lié au cycle de l'azote, par exemple, qui est plus... il y a semble-t-il plus d'azote, c'est aussi lié... voilà, donc il n'y a pas forcément, mais le risque de la forêt, c'est plus l'aléa feu de forêt, qui risque... chacun sait que les feux de forêt, ça peut être accidentel et ça peut être intentionnel, mais même s'ils sont intentionnels, ils ne perdurent pas quand il pleut des cordes. Par contre, en période de sécheresse, ils ont plutôt tendance à s'étendre. Donc l'énergie, donc on va peut-être un peu parler d'énergie, bien que je ne vois pas... il y a déjà une première chose, c'est que la productivité de l'hydroélectrique risque d'être un peu affectée. Là, on parle de 15%, ce sont des chiffres pour la France. Il y a aussi les questions qu'on se pose déjà de refroidissement de thermales, alors que de centrales, qu'elles soient à charbon, à gaz, c'est pas le problème, c'est pareil, il faut les refroidir, mais qui sont le long de certains fleuves. On peut se poser des questions si les débits des fleuves effectivement baissent. Ça n'aide pas non plus, et si la température de l'eau augmente également. Le tourisme, là aussi, pas mal bien sûr, si vous êtes posez beaucoup de questions actuellement, si vous êtes dans une station de basse altitude, les gens se posent les questions déjà, ils le vivent.
hein, même s'il y a des fois un hiver un peu plus. Mais en moyenne, c'est clair que, bon, c'est pas non plus vrai un hiver après l'autre. Il y aura toujours des hivers froids et des hivers avec beaucoup de neige. Mais que l'on veuille ou non, quand on regarde, eh bien, la saison d'enneigement, en particulier dans les stations de basse latitude, a tendance à diminuer. Et puis de toute façon, ce qui tombait à un moment, ce qui tombait sous forme de neige, quand les isothermes montent, eh bien, tombe plutôt sous forme de pluie fine. C'est pas du tout pareil, c'est pas ce qu'on attend, même s'il y a la même quantité de précipitations. Hein, donc ça, c'est clair qu'on peut aussi penser... bon, si certaines régions deviennent trop chaudes, c'est pas forcément très, très attractif pour le tourisme. Enfin, donc, bien sûr, le tourisme doit aussi s'adapter. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur l'adaptation au réchauffement climatique. C'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, les infrastructures routières, ça c'est pour les régions côtières. Voilà. Donc, je continue. Alors maintenant, c'est quand même un beau problème. C'est que tout le monde sait ce qu'il faut faire, y compris tous les hommes politiques qui sont très intelligents. Puis ils ont tous compris que, bon, par quelques-uns sur cette planète, tout le monde a compris que si on ne peut pas comme ça, disons, continuer à accumuler de la chaleur dans les basses couches de l'atmosphère en espérant qu'il ne se passe rien. Il y a toujours qui l'espèrent, ou qui disent que c'est un problème secondaire, moi je ne le pense pas. Donc en tout cas, le problème il est là. On accumule de la chaleur, on peut toujours espérer qu'il ne se passe rien, mais alors il faudrait qu'on ait vraiment beaucoup de chance, et en gros, il faudrait qu'il y ait des mécanismes de compensation. C'est clair, il n'y a pas, je ne dis pas qu'il soit impossible, mais pour le moment, on n'en voit pas qui se mettent en jeu, et on voit bien dans les climats passés et tout qu'il y a plutôt eu des mécanismes d'amplification du système climatique. Donc voilà. Alors tout le monde sait ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle la Convention climat, hein, à Rio, donc il y a 20 ans, tous les pays ont signé cette convention, qui est une convention de bon sens. Alors vous savez, il y a 3 conventions. La Convention climat, elle dit simplement que tout doit être fait, en gros, pour l'objectif ultime. Donc on peut dire, en gros, c'est quelque chose de sérieux, l'objectif ultime. C'est de stabiliser l'effet de serre. C'est-à-dire, personne ne pense arrêter le réchauffement climatique, mais à un moment, le stabiliser. Disons, on sait qu'il va... Alors avec des qualificatifs extrêmement de bon sens, il faut préserver les écosystèmes, il faut bon, la sécurité alimentaire est importante et la notion de développement durable est importante aussi. Puisque c'était en fait quand même une des premières applications du rapport Brundtland. Il faut bien voir ça. Donc le rapport Brundtland en 88, 89, 87, enfin c'est pas grave, sur le développement durable. Et là on a vraiment tous les ingrédients du développement durable, rapport nord-sud, rapport entre pays pauvres et pays riches, rapport entre générations. On a vraiment toutes les dimensions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, une fois qu'on a signé cet accord, alors on se tourne vers les scientifiques et qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Alors, ça nous dit d'abord que les économistes, ils n'arrivent pas à nous produire des scénarios qui vont permettre de le stabiliser. Si on se tourne vers les économistes, comment vous voyez l'évolution de notre monde? Eh bien, aucun des scénarios qu'ils nous proposent, qu'ils nous ont proposé, parce que dans le 5e rapport du GIEC, on va prendre l'approche inverse. Alors on va dire il faut stabiliser, donc comment vous faites, vous les économistes, c'est assez intéressant, mais ça on pourra en parler après. Mais aucun des scénarios, bien sûr, j'ai mis le A2, A1B, B2, là, qui sont 3 dont je vous ai parlé, dont je vous ai montré les résultats. Voilà, en fait, si on veut, alors, en plus, disons que non seulement ils sont... Alors, disons, la faiblesse de la Convention climat à Kyoto était vraiment que, bon, en gros, personne ne disait à quel niveau on allait stabiliser. Donc ça, il n'y avait rien. Et ça a quand même été une des grandes avancées des dernières conférences, celle de Copenhague et de Cancun, que de dire, et c'est complètement différent, enfin c'est pas complètement différent, mais ça cerne bien le problème, que de dire que tout doit être fait, donc la stabilisation, c'est tout doit être fait pour que le réchauffement climatique n'excède pas 2 degrés par rapport au climat pré-industriel d'il y a 200 ans. C'est-à-dire en gros, nous on compte à peu près 1,5 degré entre le climat de la fin du XXe siècle et... Voilà, donc en gros, on a quand même pris 1 degré par rapport à ça. Donc il ne faudrait pas qu'il excède 1 degré supplémentaire ou 1,5 degré par rapport au climat actuel. Parce qu'on a déjà pris 2/10 de degré là, au cours de la dernière décennie. Donc, et là c'est une autre paire de manches. Le type, alors voilà le type de trajectoire, on fait simple, le type de trajectoire, c'est celle qu'on appelle à 450 parties par million équivalent. On est déjà à ce niveau-là pratiquement.
C'est-à-dire on tient compte non seulement du gaz carbonique, mais des autres gaz à effet de serre. Et vous voyez, et ça c'est le bon sens, si on veut stabiliser l'effet de serre, eh bien il faut que, donc en gros, il faut qu'on n'en mette pas plus dans l'atmosphère que... Alors pour le CO2, il disparaît par absorption par l'océan ou par la végétation. Alors actuellement, les 10 milliards de tonnes, il y en a quand même que... On a un peu de chance, il n'y en a que 4 milliards et demi qui restent dans l'atmosphère chaque année. Hein, il y en a un peu plus de la moitié qui sont absorbés par... 55% qui sont absorbés par l'océan et l'atmosphère. Ça, c'est notre chance, mais ça risque de ne pas continuer. Et vous voyez qu'on en accumule chaque année, c'est ce qu'on voit, cette augmentation. Donc, en fait, si on veut maintenir en dessous de 2 degrés, eh bien, il y a une double condition qui est que il faut que les émissions de gaz carbonique en particulier, il faut aussi jouer bien sûr sur les autres émissions, mais je le redis, ça ne joue que sur moins de 15% des augmentations actuelles. Hein. C'est vraiment le CO2. Dans l'augmentation, par exemple, de l'année 2010, c'est vraiment le CO2 qui est disons, le contributeur additionnel est vraiment essentiel. Eh bien, il faut que le gaz carbonique redescende à 2 ou 3 milliards de tonnes, c'est très clair. Pratiquement une division par 4 par rapport au niveau actuel, enfin division par 2, par 3 par rapport au niveau de référence de 90, mais comme on a déjà augmenté de 40 à 50% par rapport à 90, vous voyez bien qu'on est loin du compte. Donc, et il faut aussi, ça j'y reviendrai, que le pic, hein, si on veut rester en dessous de 2 degrés, il faut que le pic de CO2 en particulier soit au cours de cette décennie, c'est-à-dire que d'ici la fin, bon, on a toujours dit si possible avant 2015, mais en tout cas avant 2020, il faut que les émissions de gaz carbonique aient commencé à redescendre. Alors vous voyez que bon, ça nous oblige à aller vers une société sobre en carbone, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour nous en tout cas. On n'a pas tel choix. Alors, la difficulté, et ça montre, c'est ça qui en fait est certainement à l'origine de la difficulté de négociation, c'est que pour le moment on fait tout le contraire. Plus on parle de réchauffement climatique, plus les émissions augmentent rapidement. Donc ça peut paraître un peu... Bon, peut-être qu'il faut... Mais je ne crois pas que ce soit en arrêtant d'en parler que ça changerait grand-chose. Mais c'est quand même ça ce qui se passe. Donc, si vous voulez, chaque année, les émissions de gaz carbonique augmentent de 3%. Disons, alors qu'elles augmentaient de 1% par an, à peu près un peu plus, c'est pas grave, dans la décennie 90, elles augmentent plutôt sur une trajectoire entre 2 et 3%. Alors évidemment, la crise a fait que 2009, il y a une légère diminution, mais c'est reparti tout à fait sur un rythme équivalent en 2010. Et puis 2011 probablement aussi. Donc vous voyez, on demande à ces émissions qui augmentent extrêmement rapidement, enfin le climatologue demande, le climatologue souhaiterait que ces émissions, elles commencent à redescendre très rapidement. Alors on voit bien, bien sûr, puisque là, quand on parle de pétrole, c'est avant tout notre utilisation dans ces cas-là pour plus de 90%, près de 95% de pétrole, de charbon, de gaz naturel. Bon, enfin 90%, il y a la déforestation. Alors, la déforestation, disons, en part relative, diminue parce qu'elle diminue d'abord un petit peu, parce qu'à force de déforester, on n'a plus de forêt à déforester. Enfin, moins, donc c'est un peu triste à dire, mais... Et puis aussi parce que les émissions de fossiles augmentent de façon très rapide. Voilà, alors bon, faut, évidemment, des choses comme ça que vous savez, c'est vrai que c'est lié à l'émergence des pays dits émergents, c'est très clair, mais il ne faut pas faire trop cocorico parce que c'est aussi lié, si les pays émergents émettent beaucoup, c'est aussi pour produire des biens et matériaux qu'on utilise aussi en France, ou dans les pays développés en général. C'est vrai que je donne des chiffres à peu près à la louche, mais je ne sais pas s'ils sont là. Oui, voilà. Bon, les pays développés, c'était, disons, les pays développés au début, en 2000, c'était plutôt 55% pays en voie de développement, et les autres pays en voie de développement émergents, 45%. C'est plutôt l'inverse actuellement. Ah, disons, les pays, si on tient, enfin, les pays développés pris globalement. La Chine est passée devant les États-Unis, mais les pays développés pris globalement émettent moins que les autres pays. Enfin, nous, ce qu'on appelle les pays d'annexe 1, parce que le développement, ça après, c'est assez bizarre.
Mais si vous attribuez les émissions là où les biens sont utilisés, en général, eh bien, on retombe aussi sur quelque chose plus 55-45, mais cette fois, les pays développés qui font plus. Donc d'Urban dans ce contexte, bon voilà, je ne vais pas reparler d'Urban trop, hein, il y a eu quand même un Kyoto 2, il y a un après 2020, mais le problème, et c'est ça dont on va plus parler, c'est qu'il y a un fossé entre les objectifs 2020 et qu'actuellement, on ne voit pas comment on va éviter un réchauffement de 3 degrés. Donc le message du climatologue en termes d'énergie, puisque c'est quand même bien ça dont on parle aujourd'hui, c'est qu'il faut aller vers une société sobre en carbone. Et de façon à marche forcée. C'est très clair. Il faut quand même bien voir ça. Si on veut éviter que, effectivement, de dépasser 2 degrés, donc voilà, ce sont vraiment des... Il faut agir tout de suite et de façon importante. Alors, on pourrait penser que c'est une lubie de climatologue. Il n'en est rien. Si vous lisez le rapport alors, de gens sérieux, cette fois, l'AIE, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie, dans son dernier rapport, dit que après 2017, il sera trop tard pour rester en dessous de 2 degrés, s'il n'y a pas une action qui est prise. Donc, si vous voulez, les généticiens, et ils disent aussi, ils écrivent aussi que si rien n'est fait de sérieux et de façon très volontariste, eh bien, ils parlent juste un réchauffement jusqu'à 6 degrés, enfin qu'on irait au moins vers 3,5, je ne sais pas où ils ont trouvé le 6 degrés, mais enfin bref, ça c'est... Voilà, ils sont presque plus catastrophistes que les climatologues. Donc voilà, donc je veux dire par là que c'est quand même un sentiment partagé. On ne peut pas continuer à utiliser le pétrole, le charbon en espérant que on va, par miracle, le réchauffement climatique ne va pas se poursuivre ou pas s'accélérer malheureusement. Ça, c'est pas partagé que par les climatologues. Les énergéticiens, l'IAE est tout à fait sur cette ligne. L'IAE dit aussi quelque chose de beaucoup plus intéressant peut-être pour vous, et ça j'y reviendrai parce que c'est ce qui moi m'intéresse aussi, c'est que tout euro, en fait, il parle de tout dollar parce que c'est un rapport quand même. On va garder tout dollar non investi pour aller vers une société sobre en carbone. Entre maintenant et 2020, se traduira par 4 dollars ou 4,5 dollars à investir après 2020, chaque année. Hein, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc cette idée qu'économiquement, c'est gagnant de manger nos ressources est complètement fausse. Donc c'est bien ça qu'il faut aussi comprendre. Hein. Si on parle d'économie, on est complètement à côté de la plaque. Il faut aussi aller vers une société sobre en carbone. Le problème, il est que dans la mesure où le réchauffement est inéluctable, si on n'accepte pas l'idée de jouer avec le feu, c'est-à-dire de faire que nos petits-enfants, moi j'en ai 5 et demi, presque 6, enfin, la génération qui sont là, je veux dire, ne fassent front vraiment à des conditions qui seront vraiment difficiles. Hein. Disons, le problème du 2 degrés, c'est que jusqu'à 2 degrés, on peut s'adapter sans trop... Enfin bon, l'espoir, c'est qu'on peut s'adapter, pas pour tout, mais au-delà, ça deviendra de plus en plus difficile. Hein. Donc voilà. Donc, je veux dire, c'est bien ça le problème. Donc, cette idée d'aller vers une société sobre en carbone, donc cette idée d'aller vers une société sobre en carbone, elle est vraiment pour moi inscrite dans notre futur. Il faut l'accepter, enfin je veux dire l'accepter, pas l'accepter, je veux dire comme ça, disons, il faut y réfléchir, mais c'est vraiment ce vers quoi il faut aller. Alors, bon, bon, ça c'est des points, bon, je parle du rapport de l'AIE, je parle aussi dans la suite d'autres points. Donc évidemment, le GIEC a aussi, le GIEC est aussi, alors le rôle du GIEC n'est absolument pas disons, de faire des propositions, de faire des recommandations au gouvernement, c'est surtout pas ça, hein, mais de faire un état des lieux. Mais le GIEC fait aussi un état des lieux sur les aspects plus comment aller vers une société sobre en carbone. Évidemment, plus l'objectif est en termes de diminution des gaz, enfin des émissions de gaz à effet de serre et disons ambitieux, hein, et il doit être ambitieux en tout cas pour moi,
eh bien, plus les diminutions d'émissions disons, doivent être rapides et importantes. Alors, bon, il y a des beaux schémas que je remontrerai peut-être un jour, mais bon. Donc, je peux vous envoyer en PDF, je vous l'enverrai, hein, je vais vous l'envoyer après. Voilà, donc, par exemple, le rapport du GIEC montre que, bon, alors, quels sont les, bon, j'espère pas me tromper, donc disons, les leviers sur lesquels on peut agir, avant tout, quand même, économie d'énergie, c'est très clair. Il y a énormément à faire au niveau mondial, au niveau même français, au niveau, on voit bien. Je me suis moi-même beaucoup investi dans le Grenelle de l'environnement. Économie d'énergie. Ensuite, c'est bon. Alors, il y a une partie qui est liée, disons, au transfert d'une certaine façon. Bon, alors, vous avez deux façons d'utiliser les combustibles fossiles de façon un peu moins embêtante pour l'effet de serre. C'est bon, plus de gaz, moins de charbon. Alors, en gros, pour faire simple, pour produire la même quantité d'énergie, il faut utiliser, vous émettez 2 fois plus si vous utilisez du charbon que du gaz, et c'est intermédiaire pour le pétrole. Ça dépend de la qualité du pétrole. Je n'entrerai pas dans le débat du pétrole sale dont on parle actuellement, mais qui est un vrai débat. On peut aussi utiliser, alors une des façons, enfin bon, bien sûr, utiliser le CO2 et piégeage, stockage du CO2. Hein, donc il y a un surcoût, mais bon, de l'ordre de 20%, un surcoût à la fois financier, disons, mais énergétique, 20-30%, tout ça, ça dépend. Mais c'est quelque chose qui peut prendre une place. Techniquement, je pense que ça peut prendre une place. Le problème est de l'acceptabilité, on voit bien, et ça risque d'être le cas dans beaucoup de cas. D'ailleurs, pour beaucoup on reviendra sur l'acceptabilité après. Jouer sur, alors bien sûr, enfin bon, donc jouer sur les puits de carbone, pour arrêter la déforestation, reforester, hein, les puits de carbone. Ensuite, sur les autres gaz à effet de serre. Et puis, donc bien sûr, sur la production énergétique, il y a, disons, d'un côté, il y a bon, la production nucléaire et les énergies renouvelables. Donc pour le nucléaire, il y a, je pense, des chiffres intéressants qu'il faut avoir en tête et que je reprends, c'est que, disons, quand on parle d'énergie primaire, on parle de chaleur plus d'électricité, c'est très important. Il faut savoir actuellement que l'énergie, enfin, je crois que c'est 2% en énergie primaire. Le nucléaire actuel fournit 2% de l'énergie mondiale, au niveau mondial. C'est important à savoir. 5%, enfin bon, l'électricité, c'est un peu un des problèmes. Enfin bon, c'est des chiffres qu'il faut bien avoir en tête parce qu'au niveau mondial, même disons les spécialistes du nucléaire, il y en a, hein, y compris dans le Tchèque, hein, c'est pas le problème. Tout le monde pense qu'on ne pourrait pas, à horizon 2030 faire plus de 30% d'énergie, même sans limite, hein, sans aucune contrainte sur le nucléaire. Hein. Si vous dites on développe le nucléaire, il n'y a personne, ça n'embête personne, ça pose aucun problème. Il faut bien avoir ces chiffres en tête parce que j'entends trop de choses sur le nucléaire de gens qui n'ont pas. Hein. Même si ça se développe partout où vous voulez, sans contrainte, ce ne serait même pas 30% de l'électricité, c'est-à-dire entre 5 et de l'ordre de 7% de l'énergie. Hein, il faut bien avoir ça en tête parce que ça, c'est au niveau planétaire. Hein. À l'inverse, et c'est le point auquel je suis attaché, c'est qu'on a aussi produit, donc tout ça, je peux vous en parler des heures, hein, même si je ne connais pas beaucoup l'énergie. Bon, mais enfin, je veux dire, on a fait un rapport sur l'énergie au GIEC quand même, sur l'énergie renouvelable. À l'inverse, donc il y a eu beaucoup de discussions, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà lu, je pense que c'est intéressant. Il vient d'être traduit en français, là, donc du GIEC aussi. En gros, alors s'il y a une volonté politique, une véritable volonté, eh bien, bon, c'est vrai qu'il y a eu, je sais plus, 160 scénarios d'analyser. Le scénario le plus faible à l'horizon 2050, c'est 27% de l'énergie renouvelable. Alors là, on parle d'énergie primaire. Hein.
Et alors le scénario le plus élevé qui a été contesté parce qu'effectivement il est dû à Greenpeace, c'était à 77%. Mais ce qu'on ressort de l'ensemble de scénarios, c'est quand même que s'il y avait une véritable... Techniquement, alors il y a deux choses qu'il faut retenir quand même. Techniquement, si on le voulait, on pourrait tout à fait vivre uniquement sur le renouvelable. C'est une question de décision, enfin bien sûr il y a des investissements, mais on pourrait tout à fait se passer, en particulier des continents comme l'Afrique, pourrait tout à fait vivre complètement sur le renouvelable. Techniquement, c'est tout à fait possible. C'est ça qu'il faut voir, il faut bien avoir les chiffres en tête. Après, c'est des questions d'investissement. Ensuite, je pense que s'il y avait une véritable volonté, mais bon, il faut bien qu'elle n'existe pas forcément, on pourrait vraiment, disons, au niveau mondial, avoir à peu près 50% d'énergie. C'est un objectif qui est raisonnable, 50% d'énergie renouvelable, hors nucléaire, hein. Disons 50% de notre énergie qui puisse être fournie par le renouvelable. Quand on parle de renouvelable, c'est beaucoup biomasse, hein, c'est géothermie. Oui, mais biomasse, bois et tout, hein, tout ça. Hein. Biomasse, géothermie, solaire, solaire direct, solaire central, énergie marine, puis un sixième. Donc voilà, je peux vous envoyer tout ça, c'est quand même intéressant si vous êtes... Voilà, donc ensuite, bon, j'avais aussi terminé sur un autre point, puis après on va pouvoir discuter, c'est bien. Donc des choses que vous connaissez pour le moment, c'est la roadmap 2050 de l'Europe. Hein, quand vous la regardez aussi, c'est assez impressionnant, puisque bon, c'est quand même ce que nous dit l'Europe, c'est aussi justement, l'Europe vise 80-85% de diminution de ses émissions à horizon 2050. Par rapport au niveau actuel, mais comme en Europe, le niveau actuel n'est pas très loin du niveau 90, donc ça, il y a tout ce scénario. Ce sont des choses donc, qui sont intéressantes, en tout cas qui s'inscrivent dans la, disons d'une certaine façon, dans la continuité du discours des climatologues. Mais j'insiste que, disons, les énergéticiens, l'Agence de l'énergie est tout à fait en phase avec ça. Voilà, j'arrête là, après on peut discuter des...